Dans cette vidéo, je te partage le live que je fais tous les dimanches avec les membres pour tout simplement cerner les meilleures opportunités de la semaine, mais surtout analyser les setups devant eux pour leur expliquer pourquoi je rentre et aussi mon interprétation économique et fondamentale quand il y en a. Si ça t'intéresse, tu as tous les liens juste en dessous de la vidéo pour checker tout ça et pour te renseigner. En attendant, je te souhaite un bon visionnage et bonne semaine de trading à toi. Je te souhaite beaucoup de TP, mais surtout beaucoup de compréhension de marché. Alors, bienvenue pour cet appel du dimanche, comme d'habitude, pour analyser le marché en live ensemble. Donc, il s'est passé beaucoup de choses semaine dernière qu'on va pouvoir du coup voir ensemble sur aussi du coup les narratifs que ça dessine pour la suite. Truc aussi important que je vais répéter, que j'ai déjà dit dans d'autres appels, ce qui va être important aussi, c'est de ne pas se faire piéger par le bruit de marché. Ok, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dernièrement, il y a eu tout le conflit Iran, Israël, États-Unis. Et du coup, naturellement, il y a des déclarations qui sont faites constamment. Et il y a des personnes qui souhaitent prendre leur position et surfer sur des opportunités à chaque déclaration qui sont faites, comme quoi bah, peut-être que la guerre s'arrête, la guerre reprend, la guerre s'arrête, la guerre reprend. Mais ça, c'est du bruit de marché. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le concret. C'est qu'est-ce qui se passe factuellement parlant, comme il a pu se passer quand Trump déclare souvent des choses comme quoi c'est en train de s'arranger, qu'il y a des négociations qui sont mises en place, l'Iran, du coup, contredit ces déclarations. Et nous, on veut le concret. Bah, le concret, c'était simplement que Trump avait déployé beaucoup de forces maritimes, qu'il n'avait pas déployé à ce degré-là depuis l'Irak. Donc ça, c'est du concret. C'est un exemple que je vous donne sur plein d'autres aspects qui peuvent exister, dans le sens que là, par exemple, la même chose, il y a eu le cessez-le-feu, ok, qui a été officiel, donc une déclaration officielle, pour ensuite, du coup, qu'il soit directement violé par Israël juste quelques temps après, et qui fait que, du coup, naturellement, ben, ça a remis escalade, et que l'Iran, du coup, lui, voulait un cessez-le-feu aussi concernant le Liban, pas que, du coup, leur aspect au Moyen-Orient. Donc, bref, ça a refait une escalade. On a pu prendre, du coup, un achat juste ici, lorsque, du coup, la direction est revenue dans le sens de l'escalade, donc du conflit. Bref, ça pour vous déclarer que c'est du concret. Ne cherchez pas à sauter sur tout ce qui est dit, mais plutôt sur ce genre d'événement. C'est-à-dire que par exemple, ici, forcer les trades non-stop sur le pétrole aux alentours des 113, 115, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ben, déjà, factuellement parlant, le pétrole est haut. Ok, on est sur un sommet, ce qui amène du coup naturellement à aller chercher un achat plus risqué que plutôt chercher une potentielle baisse déjà dans un premier temps, mais surtout attendre des déclarations officielles qui amènent à cette baisse-là. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans le sens où, tout bêtement, ça, c'est une méthodologie à appliquer à votre trading. C'est-à-dire déjà, factuellement parlant, au niveau de la structure, ne pas acheter haut et ne pas vendre bas, d'accord? Donc, vaut mieux que vous ayez loupé ce mouvement-là, d'accord? Que vous attendiez de voir les réactions sur cette zone de prix qui est une zone de fort intérêt, du coup, via les sommets qu'on fréquente, et surtout qu'à cet instant précis, on commençait à avoir de plus en plus de discours qui étaient faits, d'attente potentielle d'un cessez-le-feu, et surtout de ultimatum mis en place par Trump de si ben, il n'y a pas une négociation ou du moins une désescalade qui est faite, ben, du coup, on bombarde, on accélère encore plus du coup la violence dans le Moyen-Orient. Et ça amène à naturellement un dénouement quelconque, d'une manière ou d'une autre. Du coup, dans ce cas-là, il vaut mieux attendre le dénouement, ok, fondamentalement et macroéconomiquement parlant, plutôt que vouloir à tout prix chercher à surfer sur chaque déclaration qui est faite, etc. Vaut mieux que vous sachiez dans quel décor on évolue, plutôt que vous cherchiez à anticiper à tout prix une déclaration quelconque, sachant que vous n'en savez rien, comme beaucoup de personnes. D'accord? Donc ça, c'est un conseil aussi important. Pour ce qui est du pétrole, du coup, à l'instant T, après avoir fait ce débrief-là, moi, du coup, j'attends potentiellement, pourquoi pas, une variation entre les 98, 93, 98, 93, une sorte de consolidation, du coup, suite à toutes ces déclarations qui ont été faites. Bien sûr, tout dépend de ce qui va être dit et ce qui va se passer dans l'évolution du conflit. D'accord? Donc moi, pour le coup, j'ai pu prendre des positions assez intéressantes sur le pétrole lorsque du coup, on se retrouvait avec une direction assez claire de toujours pas de dénouement, toujours pas de direction claire, comme on peut avoir là actuellement, d'accord? Qui fait que du coup, bah, le pétrole ne dévissait pas au point de réintégrer les 80. Ok, on restait toujours au-dessus. Là, on est un peu dans le schéma classique qui a clôturé du coup en H4 sur une belle bougie englobante baissière, donc une forte énergie baissière avant la clôture de marché. Ok, donc ça, c'est la direction à l'instant T sur laquelle on est resté. Moi, pour l'instant, sur le pétrole, je vais observer, d'accord? Je ne vais pas forcément prendre de position inutile. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, ce qui va être intéressant, c'est dans des types de conflits-là, il ne faut pas rester bloqué et complètement braqué sur le côté de non, moi je trade l'or, je trade le pétrole. Je veux à tout prix surfer sur cette position-là parce que du coup, grâce à ce conflit, il y a beaucoup de. Ça, des fois, ça peut être piégeux parce que vous pouvez faire le trade de trop, voire vous entêter à tout prix, prévoir la direction de marché, sachant que vous avez d'autres marchés, d'autres paires de devises, d'autres marchés côté Forex qui sont tout aussi intéressants, avec des setups tout aussi clairs, surtout à lire, mais même beaucoup plus clairs à lire que ce conflit-là. Mais vous préférez vous entêter sur certains actifs. Donc dans ces cas-là, vaut mieux focus, d'accord? Des paires et des lectures fondamentales beaucoup plus claires, plutôt que vouloir à tout prix s'entêter à
s'éclater sur le pétrole, s'éclater sur l'or, ça sert un peu à rien, quoi. Donc ça, ma vision pour l'instant sur le pétrole, bon, bien sûr, on est haussier, d'accord, vous imaginez bien, au niveau de pas mal de structures, du moins sur le weekly, ok. Si on regarde la structure globale, on a commencé à switch pas mal en daily et en H4. Donc dans ces cas-là, déjà, on est plus dans un pattern de vendre le pétrole que de l'acheter, ok, à l'instant T, parce que la structure daily a été break. OK? Mais pas la weekly, parce que la weekly, vous imaginez bien qu'on est en ligne droite, d'accord, hein. Au niveau de ma weekly, on est ici, d'accord? Donc on se retrouve vraiment avec mon higher low ici, mon higher high ici, donc vraiment, avec l'explosion qu'on a eu, on n'a eu aucun retracement pour l'instant encore de très intéressant. Donc voilà, on est full haussier en weekly, mais par contre, on est passé baissier en daily et baissier en H4. Ce qui est significatif pour la prochaine direction de marché, qui pour le coup, moi, hormis le côté news, ben, va me faire dire qu'on va pas avoir un pétrole qui va réintégrer aussi facilement les 100 dollars, les 105 dollars. Ça, leçon hyper importante aussi à retenir. Moi, j'ai connu, du coup, il y a un an, un conflit Iran-Israël. Et l'erreur que tu fais par moment, c'est que tu veux pas lâcher le morceau. Et tu penses toujours que le pétrole va monter, va monter, va monter. Mais en fait, il faut savoir que les news et les contextes de marché sont digérés par les investisseurs, ok? Par les institutions. Dans le sens où, du coup, un run, un rallye comme on a pu avoir jusqu'à 120 dollars, une nouvelle montée avec escalade du coup jusqu'à 120 dollars, c'est quelque chose qu'on ne fera pas à répétition. C'est qu'à un moment donné, du coup, le marché comprend comment ça fonctionne, comprend les déclarations qui sont vraies et qui ne sont pas vraies de Trump, comprend si on est vraiment dans un contexte où là, on a une escalade très élevée ou pas, ce qui fait que du coup, la direction sur un pétrole qui maintient les 110, 120, c'est plus rare et c'est plus compliqué dans ce contexte-là, parce qu'à force, du coup, tout simplement, le marché s'habitue et digère ce genre de news-là. Donc, pour l'instant, moi, mon biais reste quand même baissier sur le pétrole, mais j'attendrai de voir les réactions sur cette zone ici, notamment, pour voir ce que je fais. Pour ce qui est de l'or, donc on va prendre ce graphique-là pour la lecture de tendance. Donc sur l'or, on est passé haussier en daily, haussier en H4, d'accord? Et on est toujours haussier en weekly depuis très 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 longtemps, d'accord? Avec une énorme mèche qu'on avait pu avoir ici, mais qui n'a pas break mon higher low. Donc on est toujours haussier en weekly. Bref, on est full haussier en or, sur l'or. Donc voilà, c'est une lecture que je vois plutôt clairement concernant, d'accord, le gold. Donc pour l'instant, on est quand même sur une belle énergie acheteuse. Est-ce qu'on peut avoir des retracements d'ici là? Complètement. Pareil, sur l'or, on a pu surfer dessus sur les lectures claires, c'est-à-dire qu'au début de conflit, quand tout simplement on a eu une escalade de la violence côté Moyen-Orient, bah, du coup, naturellement, les liquidités ont été amenées à sortir de l'or. Moi, c'était mon pari que du coup, les liquidités allaient sortir de l'or et aller plutôt sur le dollar et du coup sur le pétrole. C'est ce qui s'est passé. Donc, on a pu surfer dessus et maintenant, en fait, on laisse courir. Pour l'instant, je laisse évoluer le cours et c'est pas du tout un actif qu'on va focus cette semaine de mon côté. OK? Bref, ça, c'est la petite parenthèse pour le contexte fondamental du coup global de marché. Maintenant, on va partir sur les paires qu'on va surveiller cette semaine. Donc pour commencer, on va avoir EuroGBP. D'accord? Donc EuroGBP, une paire que je trouve très intéressante pour cette semaine, potentiellement pour une vente. D'accord? On est baissier en daily, baissier en weekly, et on est passé haussier en H4 pour aller au contact de mon AOI juste ici, daily et weekly. Donc on a une belle zone d'intérêt ici à focus, d'accord? Qui peut être très intéressant en termes de réaction. C'est un actif qu'on a pu vendre dans le passé, juste ici. Et là, j'aime beaucoup l'impulsion du coup qu'il me propose et le retracement ici sur contact d'AOI pour potentiellement aller chercher à nouveau une impulsion baissière. Donc moi, ce que j'aimerais voir, si jamais il me propose un second retest, s'il ne starte pas directement d'ici, qu'il aille complètement en fait retest mon AOI juste là, me propose un pattern de rejet intéressant pour enclencher une position à la baisse que je laisserai couler du coup par la suite. Donc c'est un pattern qui est assez intéressant. Structurellement parlant, techniquement parlant, d'accord. Au niveau de la fonda, il n'y a pas forcément de choses qui portent et qui amèneraient à ce que du coup les actifs suivent une autre direction. On a juste le PIB qui sort, du coup, ok, juste ici, côté Angleterre, mais qui ne devrait pas forcément perturber énormément, du coup, les marchés. Donc, on va voir ce que ça donne à l'instant T, mais c'est une position qui me paraît plutôt intéressante à surveiller. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir, du coup, observer de près, parce que pour moi, on a un vrai pattern qui me plaît dans ma stratégie pour aller potentiellement aller chercher une vente ensuite sur EuroGBP. EuroJPY. Donc EuroJPY, pour le coup, ça va être un actif qui va être plus poussé dans l'analyse, ok? Parce que du coup, on a de la fonda qui s'y prête. Donc j'ai une petite note à côté pour vraiment rien nous oublier, du coup, sur le côté euro et sur le côté du coup yen. Donc actuellement, ce que j'observerai sur EuroJPY, déjà, ça serait un achat. Pourquoi? Parce qu'on est full aussi en weekly, full aussi en daily, full aussi en H4. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est sur des sommets historiques. Tout bêtement, si tu regardes vraiment sur EuroJPY, on est sur les plus hauts. On est vraiment en grande percée et actuellement, on n'a pas de signaux fondamentaux qui nous amèneraient à potentiellement aller chercher une inversion de tendance. Ok? Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, il faut savoir que côté euro, on a l'IPC qui est sorti, ok, côté allemand.
d'accord, qui a amené une inflation annuelle à 2,7%, ok, face à 1,9%. Ok. Bien sûr, bon, vous imaginez bien que cette inflation elle est due complètement au conflit, ok, via du coup l'énergie, donc ce qui a fait que ça a poussé. Donc ça pousse tout ce qui est coût transport à la hausse, ok, et bien sûr les prix alimentaires qui sont importés. Bon, moi, ça c'est une petite parenthèse, mais là surtout ce détail-là, c'est pour focus qui est des taux de la Banque centrale européenne, ok. Actuellement, ils sont à 2,15, ok, Euh, ce qui amène à du coup avoir un accès au crédit moins cher. Ok. Et c'est ce que fait beaucoup de ménages quoi, actuellement pour couvrir les dépenses face à l'inflation. Ok. Donc ça, en fait, si tu veux, ça fait quoi? Ça augmente la masse monétaire en circulation, du coup, dans l'économie. C'est tout simplement toute la monnaie qui circule dans une économie, on appelle ça la masse monétaire. Et ça amène automatiquement, du coup, à une inflation également. Ok. Ce qui fait que moi, actuellement, je vais voir automatiquement, potentiellement, la BCE augmenter ses taux prochainement. Ok, si ça continue dans cette direction-là, parce que du coup, ils vont se retrouver bien sûr face à une économie qui ralentit, donc un contexte de stagflation, où il y a les crises de l'énergie, mais en même temps, ils vont se retrouver face à une inflation qui est élevée. Et souvent, dans ce contexte-là, la Banque centrale va faire le choix d'augmenter ses taux, donc de lutter contre l'inflation, plutôt que de baisser ses taux et d'avoir une inflation, parce que ça fait des dégâts beaucoup plus forts sur l'économie que plutôt avoir le fait de mettre le frein encore plus sur la croissance. Au pire, c'est pas grave, l'économie ralentit, mais on combat l'inflation. Donc dans ce contexte-là, moi je vois tout simplement une inflation qui ne va pas diminuer face du coup à l'énergie, les transports, les crédits qui sont faits par les personnes qui augmentent la masse monétaire. Donc toutes ces choses-là amèneraient naturellement à une inflation qui continue à progresser. Et du coup, une réaction de la Banque centrale qui est logique d'augmenter ses taux. Donc augmenter les taux amènerait à renforcer l'euro. Donc si ça renforce l'euro, ça amène automatiquement aussi à faire monter l'euro JPY. Sachant que côté fondamental sur le yen japonais, on a une Bank of Japan qui garde du coup un billet au quiche, ok? Donc un billet haussier sur le papier, ok? Mais nous, on veut du concret. Et c'est quoi le concret? C'est que les données récentes qui sont tombées ne valident pas, franchement, du coup, ce scénario-là. Ok. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a les salaires qui tiennent, ok, donc 3,3% en février, ok, au niveau des datas, mais les ventes au détail, elles reculent. D'accord? Les ventes au détail reculent, les dépenses des ménages baissent, et la confiance consommateur aussi chute à 33,3 du coup en mars. Donc ça, c'est des datas qui ne vont pas amener à un billet naturellement au quiche côté Bank of Japan. Et en plus de ça, vous imaginez bien, on en revient à la même conclusion côté euro, ok? Un pétrole élevé, du coup, et un yen faible. Donc l'inflation japonaise, du coup, elle va tout simplement ressembler vachement davantage à une inflation importée, ok, par les coûts, qu'à une vraie surchauffe domestique. Donc du coup, tout simplement, le fait que le contexte qui se passe au sein du pays n'est pas le seul critère à observer et la seule chose qui va influencer l'inflation côté Japon, ok? Ça va être aussi l'énergie qui va beaucoup, du coup, impacter l'inflation au sein du pays. Donc en fait, tout ça fait que ça va pas forcément à l'avantage, du coup, de la Bank of Japan, ok, pour du coup aller dans son plan d'Okish. Donc elle va pas pouvoir tout de suite se diriger sur cette direction-là, ce qui ne va pas aller à l'avantage du yen japonais à l'instant T. Donc du coup, ce contexte-là prête aussi une logique, tout simplement que ben, face à un euro dans ce contexte qu'on a vu et un yen japonais dans celui-ci, on va avoir, moi, à mes yeux, un euro JPY qui ne va pas encore, du coup, retracer. Donc, je serai toujours acheteur. Bien sûr, c'est risqué sur quel aspect? Dans le sens où on est sur des sommets historiques. C'est pour ça que, dans le pattern que je vous ai partagé, on attend d'abord un retracement pour prochaine impulsion. On ne va pas surfer tout simplement sur une ligne droite. Non. Nous, comme je l'ai déjà dit, on ne cherche pas à acheter haut et à vendre bas. D'accord? On vend haut et on achète bas. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher tout simplement ce contact avec cette zone d'intérêt ici en daily, ok, pour aller chercher la prochaine impulsion haussière. Donc, c'est un pattern qui est très intéressant. J'ai essayé de vous la synthétiser et je vous ai mis les notes sur le côté que j'ai suivies pour être sûr de rien vous oublier. Donc ça, c'est vraiment la puissance de la fondamentale. C'est-à-dire que quand vous êtes éduqué en économie et en macro, vous avez vraiment cette notion de, OK, je rentre pour ci, ça, 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 ça. Et ça, mon actif va être impacté de cette manière. Et du coup, ce qui fait que du coup, vous avez vraiment une vision et un plan d'exécution qui fait sens et pas juste dans du ressenti, dans du feeling, dans je pense que. Non, c'est vraiment porté par de la data. Et ça ment pas, c'est du concret. Donc ça, c'est pour EuroJPY. Pour la prochaine paire, on va focus USD CAD. Ok, donc USD CAD qui est dans une structure qui peut plutôt me plaire pour le coup, qui est un peu plus risquée que les autres, d'accord? Actuellement, on est baissier daily, baissier en H4 et on est haussier en weekly. Donc moi, ce que je chercherai à
observer actuellement sur USD-SAD, comme j'avais pu faire dans ce pattern-là qui était plutôt similaire. Tout simplement, un retest sur mon AOI daily ici ou celle-ci, si elle ne me présente pas de ralentissement juste là, d'aller chercher la prochaine, qui ne breakerait pas du coup ma tendance daily, donc on serait toujours valide, pour aller chercher une impulsion baissière en daily qui serait retracement haussier en weekly. D'accord? Donc ça ferait plutôt sens. Donc là, actuellement, moi, je chercherais tout simplement la prise de contact sur mon AOI juste ici, aller chercher un pattern potentiellement de rejet au contact de ma zone d'intérêt et prendre une impulsion baissière par la suite. D'accord? Donc c'est un pattern qui me semble plutôt pertinent. Bien évidemment, dans un contexte où on a USD, CAD l'un face à l'autre, du coup, avec un USD qui est très impacté par le choc systémique avec le conflit, plus un CAD qui est du coup une monnaie très corrélée au pétrole. Automatiquement, c'est un trade à risque, d'accord? Mais bien sûr, j'exécuterai seulement si j'ai des patterns de confirmation et de rejet qui me plaisent. Hormis ça, je ne rentrerai pas. Donc, à observer, à voir ce que ça donne. Mais du coup, c'était quand même un pattern qui valait le coup d'être observé à mes yeux cette semaine. Ensuite, on a NZD USD. D'accord? Donc NZD USD, pareil, je chercherai un contact du coup à la vente dessus. Donc ça, c'est le trade le plus risqué de la semaine. Ok? Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que tout simplement, on a l'USD et l'NZD l'un face à l'autre. Donc automatiquement, du coup, avec l'USD, du coup, ça peut amener à des mouvements qui sont assez volatiles. Mais dans un contexte où mon USD serait dans une position de force par rapport à mon NZD, ça pourrait amener à une vente intéressante. Structurellement parlant, qu'est-ce qu'on a? On a notre weekly qui est baissière, d'accord? Donc weekly qui est baissière juste ici, et on est haussier en daily et haussier en H4, d'accord? Donc naturellement, on n'a pas nos unités de temps qui vont dans le sens d'une vente sur cet actif-là, mais pour moi, c'est quelque chose qui peut être intéressant à observer. Moi, ce que je rechercherais tout simplement, c'est un contact avec cet AOI weekly juste ici, d'accord? Pour me proposer un rejet comme on a pu avoir dans un premier temps ici. Pourquoi pas me faire un second retest pour mieux tomber par la suite et enclencher une vraie impulsion baissière du coup sur mon weekly qui serait retracement baissier sur mon daily pour aller au contact de Staoui juste ici daily pour ensuite me faire un rebond et repartir à la hausse. Donc ça serait le pattern que j'attendrais du coup sur NZD USD actuellement. Pas la position la plus favorite que je puisse avoir du coup dans tous les stocks que je vais présenter, mais qui vaut le coup d'être observé et d'être analysé. Comme j'ai dit avant de clôturer cet appel, important que vous ayez ce côté un peu méthodique et surtout ce côté de discipline de vous continuer à analyser vos setups, vous continuez à analyser vos patterns, malgré qu'il y ait ce conflit-là qui donne envie de rentrer en position sur certains actifs, parce que ça bouge, ça nanana. Ça, c'est vous éparpiller. L'important, c'est vous rester focus sur votre routine d'analyse. Il y a des paires qui sont hyper intéressantes à trader en dehors du conflit et qui sont cool justement parce qu'en plus, tu n'as pas le dollar dedans, tu n'as pas le CAD, donc le pétrole potentiellement dedans sur certaines paires comme EuroJPY, EuroGVP, d'accord? En plus de celles où on prend USD comme ici, ok? Mais ça vous permet aussi d'être, comment dire, vous exposer à des actifs qui sont en dehors du conflit, qui seront impactés naturellement par le pétrole, d'accord? Par toutes ces énergies, et du coup, naturellement, inflation importée. Mais on n'est pas directement relié au cœur du conflit, donc les acteurs du conflit. Donc c'est intéressant de garder cette discipline-là. Donc voilà pour l'appel du dimanche. Vous avez toutes les analyses qui sont à disposition, et bien évidemment, vous aurez la rediff dans l'académie qui sera partagée, du coup, pour que vous puissiez la visionner. Allez, bonne soirée à tous.